Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour Anouk. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un tout petit roman. Il fait exactement 47 pages. C'est un roman qui a été écrit par Jean-Philippe Toussaint, La disparition du paysage, édité aux éditions de Minuit. Alors Yves et moi, on est pour une fois unanimes. On a tous les deux, je pense, adoré ce livre, ou du moins, on a été très touchés, je dirais, par ce livre. On a beaucoup aimé ce livre, ça c'est une certitude, mais nous n'en avons pas... Ceux qui nous écoutent régulièrement n'en seront pas étonnés. Anouk et moi, nous n'en avons pas exactement la même lecture. Alors l'histoire, c'est une histoire assez triste. C'est un homme, voilà, qui est assis derrière sa fenêtre. Il est assis sur sa chaise roulante. Il est en convalescence à Ostende. Il est victime au fait d'un attentat. Et il ne sait pas combien de temps va durer sa convalescence. Il ne se souvient plus de grand-chose, pas plus de qui il est et qui il a été. Et dans sa tête règne une sorte de brouillard indescriptible. Par moments, il revoit sa compagne Madeleine qui lui dépose un baiser, qui parle avec les médecins. Il voit sa mère. Il se pose la question si c'est le fruit de son imagination ou la réalité. Et son appartement, qui est donc situé à Ostende, est situé au 6e étage. Et c'est une rue adjacente. Donc l'immeuble est une rue adjacente, donc l'immeuble ne donne pas sur l'océan directement, mais il aperçoit la mer par-dessus le toit du casino qui lui fait face. Et c'est toujours la même vue qu'il voit toute la journée, puisque c'est comme ça qu'il passe sa journée, et il éprouve véritablement la monotonie des heures. Alors, évidemment, en passant comme ça ces journées-là, il connaît les variations de la lumière, il connaît les variations de la marée de la mer. C'est l'hiver, la plage est déserte, et au fait, il va très vite confondre sa vue avec un tableau, puisque l'immobilité à laquelle il est contraint semble quelque part aussi avoir immobilisé son imaginaire, son esprit. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de sortir de cette impasse et de faire bouger son esprit. Alors, avant de passer la parole à Yves, j'aimerais dire quelque chose sur la façon dont il décrit ce paysage. Moi qui travaille dans l'art, j'ai été particulièrement touchée justement par la description des paysages qu'il fait, qui sont de véritables tableaux. J'ai appris de même aussi que Jean-Philippe Toussaint est artiste, ce qui ne m'étonne pas parce que je dirais que son travail et son écriture est très imagée, et il y a une véritable description picturale d'un paysage dans lequel je reconnais beaucoup de peintres contemporains qui justement se sont penchés sur le paysage, et je trouve que c'est très bien rendu. Je te laisse la parole, Yves. Merci. C'est en fait, il est en convalescence après les attentats du 22 mars 2016. Il a fait partie des victimes, il le raconte au moment où il a commencé à raconter ce qui est pour lui le processus créatif et comment ce processus fonctionne. Il y a une référence, je ne sais pas si elle est volontaire ou involontaire, en tout cas moi il m'a semblé qu'il y avait une référence indirecte à Michel de Montaigne, parce que dans la disparition du paysage, Jean-Philippe Toussaint est la matière même de son livre, ce qui est la première phrase la première phrase des essais. Et il est dans la description de son processus créatif. Et donc c'est une espèce de monde à part, il s'abstrait du monde réel, et il raconte d'une manière qui est très frappante, l'irruption du réel dans son monde imaginaire, sous l'effet d'un flash lumineux, d'un bruit et de morceaux de verre et de métal. C'est une superbe écriture, très minimaliste. C'est le moins qu'on puisse dire, une écriture simple. Je lis
comme je lis quand même moins qu'Anouk, mais je lis tout de même parce que je lis lentement, c'est un roman dans lequel j'ai pas eu besoin du dictionnaire pour ça, mais pour une fois, il n'y a qu'un seul mot qui justifierait le dictionnaire et qui est le tintinabulement. C'est le seul. Tout le reste, avec un vocabulaire de base, est parfaitement compréhensible. C'est une écriture formidablement limpide. Voilà. Je crois que c'est... Pour le moment, en tout cas, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, moi, ce qui m'a sensibilisée surtout, c'est, par exemple, il explique comment activer son imaginaire, puisqu'il ne lui reste plus que ça. Donc, il se dit que pour pouvoir rêver devant ce paysage, parce qu'il y a des moments où il imagine en regardant la mer et la plage un paysage japonisant ou qui lui rappelle Tokyo, cette ville de lumière, de néons, de réverbères, d'éclairages, de rues et d'artères, de points lumineux dorés. Et donc il explique justement que pour activer son imaginaire, il a besoin d'un moment de solitude, de silence et fermer ses yeux. Et ainsi il parvient à se réfugier dans son monde intérieur. Et finalement, ces images qui se succèdent devant lui, comme par exemple Tokyo qui voit à travers un simple paysage de mer, sont souvent des réminiscences de livres qu'il a écrits dans le passé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que moi, c'est surtout la façon dont il décrit le paysage, à chaque fois on dirait des peintures, c'est qu'à un certain moment, il parle qu'un matin, il se réveille et c'est le brouillard total. La mer est engloutie par le brouillard, lui-même se sent oppressé par la mer qui s'est retirée à jamais. Et en fait, il raconte qu'il se sent oppressé par le brouillard qui menace et qui bouche l'horizon. Et en fait, comme Yves l'a dit, finalement, il est le propre sujet de son livre. Et cette vision cauchemardesque, cet effet de brouillard, correspond finalement avec ce qui se passe dans sa tête, parce que finalement, dans sa tête, c'est le brouillard complet. Par-ci, par-là, il y a des bribes de choses dont il se souvient, qu'il essaye de rassembler comme des morceaux de puzzle. Et à un moment, il dit, quand la lumière surgit dans la brume, il la compare aussi avec un souvenir qui ressurgit dans son esprit. Donc je trouve que voilà l'analogie qu'il fait entre ce qu'il vit lui-même intérieurement et avec le paysage justement est finalement très très bien décrit. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf sur un point. Il dit qu'en effet il a besoin de solitude, mais qu'il a appris avec le temps à pouvoir s'isoler, s'abstraire du monde environnant, même s'il est bruyant, quelles que soient les circonstances. Et c'est justement parce qu'il s'est abstrait de son environnement qu'il est tellement surpris par la déflagration de la bombe le 22 mars, et il décrit d'ailleurs très très bien les choses en disant, il parle de l'irruption violente du réel dans son imaginaire. Ça, c'est... il est lui-même la matière de son livre, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la création, tout simplement. En tout cas, son mode de fonctionnement dans sa création. Ce n'est sans doute pas universel, mais il y a vraiment une longue réflexion là-dessus. Il y a une description de ce que peut être un état post-traumatique, où il a perdu la notion du temps, il a perdu, au début en tout cas, la notion du lieu, et où comme le disait Anouk il y a un instant, il erre dans un brouillard intérieur, à la recherche de ses souvenirs, il essaye de les rattraper, il va y parvenir à un moment donné, mais d'une façon générale, les souvenirs lui échappent, il ne sait pas bien qui il est, il ne sait pas plus du tout qui il était. Alors, je trouve que tu as très bien décrit, parce que j'ai repris à un certain moment, quand il rend compte justement de cette déflagration qui est justement la bombe, ou l'attentat, la bombe qui a lieu, parce qu'au fait, il a ce matin-là rendez-vous, après un passage au consulat de Chine, il a rendez-vous
au Café Métropole. Et alors, avec un professeur. Il cherche qui, et finalement, il réalise que cette personne n'est jamais arrivée et comprend en fait que cette personne qui l'attendait, c'est lui-même, puisqu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui est arrivé, puisque la bombe a interrompu le cours des choses. Et donc, je reprends le texte tel quel, il dit « Il est interrompu par une lumière blanche, véritable éblouissement, qui emporte tout sur son passage, véritable intrusion, comme le dit Yves, dans son univers personnel, sa boîte crânienne cède sous l'effet du souffle et le monde extérieur dans ses pensées par cette brèche ouverte. » Donc c'est véritablement une déflagration qu'il vit et c'est très très bien écrit. Alors je reviens encore une fois sur le paysage parce que ce paysage en général il est plus ou moins monotone parce que il y a une fluctuation dans le paysage qui à un certain moment va casser cette monotonie. Il raconte qu'il y a un groupe d'hommes qui bavardent paisiblement devant lui, donc ils se promènent et les voit passer sur la plage. Et puis à un certain moment, il y a un homme qui s'est éloigné du groupe et qui le fixe. Ils ne sont pas sur la plage, ils sont sur le toit du casino. Ah oui, tout à fait. Et donc, il y a un homme qui va le fixer à un certain moment. Et là, il y a quelque chose d'irréversible qui se passe. Faut pas oublier que c'est un homme qui est dans une solitude depuis des mois, qui n'a plus de véritable contact avec le monde extérieur et qui, soudainement, finalement, par le regard de cet homme, du monde extérieur, est en une fois re-entraîné un brin de seconde dans ce monde extérieur. Alors, bien entendu, quand on commence un livre comme ça, on sait très bien que ça va pas bien terminer, et même très très mal. Il y a des travaux qui se font sur le toit du casino pour accueillir une dalle de béton. Et évidemment, ces travaux, au départ... Pas seulement pour y mettre une dalle de béton, mais pour surélever le casino d'un étage. Et il décrit à ce moment-là la façon dont le paysage va disparaître au fur et à mesure de l'élévation des murs qui sont construits devant lui. Oui, mais au départ, c'est un spectacle, voir ces gens qui travaillent, ça le passionne un peu plus, pas énormément, mais au moins, ça a le mérite de lui offrir un mouvement, contrairement justement à la contemplation continue du ciel et du paysage. Donc, pour lui, le niveau du bâtiment monte tous les jours, et c'est là, évidemment, que les choses vont inévitablement mal se terminer. Sa vue se bouche à mesure que la construction prend de la hauteur. Le soir, quand il n'y a plus de mouvement, c'est angoissant. Il est face au désert de ce chantier laissé à l'abandon. Et jour après jour, l'édifice s'élève de plus en plus haut. La progression des travaux a quelque chose de lent et de crépusculaire. Il écrit à un moment donné que l'érection des murs fait que lui se sent à un certain moment, dans l'univers qui est le sien et qui a été donc considérablement rétréci par cette construction, il se sent comme dans un tombeau. Et je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'ai fait de ce livre une lecture un petit peu particulière. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ça, tout de même, je pense que même si l'écriture est minimaliste et que les mots ne signifient rien d'autre que leur signifiant sans sens caché, il me semble que la disparition du paysage est une parabole sur la venue lente, progressive, inexorable, douloureusement aiguë de la mort. Bien sûr. Parce qu'il le dit d'ailleurs, il dit « Le jour n'entre quasiment plus chez moi. La lumière est devenue sépulcrale. Il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit. » Et puis parallèlement à ça, il associe le fait que Madeleine ne le visite plus. L'aide-soignante n'est plus passée depuis longtemps. On sent un homme qui s'engouffre petit à petit dans une angoisse terrible, au point, comme le dit Yves, d'arriver, parce que c'est inévitable, d'arriver justement à la mort. Il n'y a plus de sollicitation de l'extérieur, et comme
il n'y a plus de l'extérieur des sollicitations, eh bien, son imagination commence à dépérir. Il n'est plus qu'un vide, une absence. Il est devenu un état de léthargie personnelle. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne l'était pas déjà avant? Même si il l'était, mais comme tout être humain, il avait trouvé quelque chose. Et dans ce cas-là, la contemplation du paysage pour survivre finalement à l'horreur. Et je trouve que c'est très très bien dit. Il dit à la fin du livre, les bruits du monde extérieur s'éteignent progressivement, l'air commence à manquer. Oui, c'est un... il est... En fait, tout au long du livre, qui est extrêmement court, le personnage livre un combat avec lui-même dans sa tentative de reconstituer son passé et de comprendre son présent. Son présent est effectivement, comme le dit Anouk, plutôt sinistre. L'aide-soignante ne vient quasiment plus, ou si elle vient, il n'y fait même plus attention. Sa femme ne vient pratiquement plus, il n'a toujours pas vu ses enfants, il n'en parle même plus, il parle de ses enfants lorsqu'il est dans son lit d'hôpital, mais il n'en parle absolument pas quand il est à Ostende. Et il éprouve le besoin de faire vivre son imaginaire, parce que c'est la dernière chose vivante qui lui reste. Tout ce qu'il y avait d'autre dans sa vie a disparu. Et le fait de monter cet étage supplémentaire sur le casino le renvoie à ce vide absolument essentiel, fondamental pour lui, qui fait que, de toute manière, il est d'une certaine façon enterré vivant. C'est tout à fait juste, il est enterré vivant et en fait, je trouve que, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on sent petit à petit l'angoisse qui se prend, qui prend forme, qui grandit à chaque page pour finalement arriver à l'inéluctable qui est donc la mort. Alors il faut savoir, je ne sais pas si ça a été joué ou si ça va être joué. Ça a été joué en novembre, c'est ça, par Denis Poliadès, qui fait quand même partie de la Comédie Française. Eh bien justement, il a repris au Bouffe de Paris, au Bouffe du Nord, pardon. Il a repris ce monologue. Je suppose que, comme c'est un grand acteur, ça a dû certainement être très très bien. En tous les cas, je trouve que c'est vraiment idéal d'adapter un monologue intérieur en pièce de théâtre, parce que c'est vraiment le script idéal pour moi. Mais ce n'est pas la première fois, parce que Samy Frey avait fait exactement la même chose avec le Je me souviens de Georges Perec. Ben voilà, donc je suppose que ceux qui ont vu la pièce n'ont pas dû être déçus. En tous les cas, nous, on n'a pas été déçus par le livre. Non, pas du tout. Je voudrais revenir un instant sur ce que disait Anouk à propos de l'angoisse. Il y a un tour de force dans l'écriture, de mon point de vue. Je crois que le mot angoisse est écrit en tout et pour tout une seule fois. Oui, tout à fait. Dans ces 49 pages. Et il ne la mentionne qu'une fois, et elle est présente de la première à la dernière ligne. Il a une façon d'écrire telle que on est vraiment pris par ce récit. Je l'ai relu ce matin, je l'avais lu il y a quelque temps, je l'ai relu ce matin, et il m'a fait exactement le même effet que lorsque je l'avais lu la première fois. Je trouve que ce petit livre est un grand livre. Je ne sais pas si on peut l'appeler roman. En tout cas, il n'est pas sous-titré roman dans le titre. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est une œuvre exclusivement d'imagination? On ne sait pas. Il part d'un fait réel, les attentats de Bruxelles, et
Mais c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Voilà, dans lequel on se reconnaît. C'est une histoire qui, d'une certaine façon, est une histoire absolument universelle, parce que chacun d'entre nous peut vivre malheureusement ce type d'expérience, et que la manière dont il la raconte est à la fois éblouissante et désespérante. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour autre chose. Et on vous souhaite, Yves et moi, une bonne semaine. Très bonne semaine. N'oubliez pas que l'émission est retransmise dimanche à 20h, je crois. Exactement. Bonne semaine, Yves. Bonne semaine, Anouk. Merci.